Alors mes chers amis, je suppose que certains d'entre vous ont sans doute été surpris par la prise de paroles véridiques de Nathalie Yambo, dont on peut accepter que Vézilier sorte de prison avant l'expiration de sa peine en 2046, c'est que soit il est mort, soit l'État français, en contrepartie de sa libération anticipée, nous a livré ses supplétifs mercenaires terroristes. Iyad al-Khali, Amadou Koufa, Abdoulaye Mamadou Bakay Diallo, Al-Harbas Al-Intala, Sedan Ag-Hita, Bilal Ag-Hasharif et Abderrahman Al-Batna Al-Jaziri. Je dis pas un, pas deux, tous les 7. Si ce n'est pas ça là, on ne veut pas entendre que l'individu là a bénéficié d'une grâce présidentielle, ou bien qu'il y a eu un accord, ou bien encore que pour des raisons humanitaires, parce qu'il est tombé malade, on le laisse rentrer chez lui avant qu'il ait fait son temps. On ne veut pas entendre ça, parce que Sadio Camara est mort. Donc si un jour, quelqu'un au Mali décide qu'il doit libérer Vézilier en dehors du cadre que je viens d'énoncer, on saura que cette personne n'est pas, ou bien n'est plus, dans le combat avec nous, et qu'elle était derrière l'assassinat de Sadio Camara. Je vous prends tous à témoin. Elle qui a pour habitude de dénoncer les systèmes france-africains et d'apporter son soutien aux différents pays de l'AUS, a exprimé publiquement ses réserves quant à la récente condamnation de Yann Vézilier à 20 ans de prison. Elle aurait pu le faire en coulisses, car au cas où vous l'ignorez, Nathalie Yambo n'est plus seulement une simple militante panafricaniste qui expose ses opinions sur Internet. Elle est également conseillère spéciale du président nigérien. Cela veut dire qu'elle a l'oreille du président nigérien. Bon, ici, il faut nuancer, car être conseillère ne signifie pas nécessairement participer à toutes les décisions stratégiques. Le contenu exact de ces fonctions n'a d'ailleurs pas été rendu public. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Même au-delà de Nathalie Yambo, le Niger a intérêt à suivre cette affaire de plus près. Certains pourront dire que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont des États souverains qui peuvent potentiellement prendre des décisions de manière autonome sans forcément consulter les autres. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce regard. Si le dossier n'était pas lié à la sécurité intérieure, j'aurais pu être d'accord. Car comme vous le savez, les pays de l'AUS accusent constamment la France d'être derrière ce que vous connaissez. Si nous restons dans cette configuration, les choses changent radicalement. Yann Vézilier devient alors un dossier commun, puisque l'ennemi commun des États de l'AUS est, selon leurs déclarations, bien évidemment la France et ses supplétifs. Ce que je veux dire, c'est que le Mali pilote naturellement ce dossier, mais le Burkina Faso et le Niger ont également intérêt à le suivre de très près. Yann Vézilier est un levier stratégique qui, dans le cadre des rapports de force qui opposent ces États à leurs adversaires, est très important. Le Mali n'est pas seul. Nous travaillons aussi, la réponse à cette crise aussi est gérée au niveau de la Confédération des États du Sahel. Le Mali n'est pas seul. Nous travaillons avec les autres pays dans le cadre de notre sécurité collective à pouvoir répondre à cela. Alors, qu'est-ce qui se passe en coulisses pour qu'une figure comme Nathalie Yambo, la dame de Sochi, prenne ainsi la parole publiquement pour émettre des réserves plutôt que de régler cela en coulisses? C'est parce qu'il y a deux visions qui s'opposent au cœur du pouvoir malien. D'un côté, il y a celles de ceux qui estiment que cette affaire dépasse largement le cas personnel de Yann Vézilier. Et de l'autre, il y a ceux qui pensent, ou du moins ceux qui regardent dans la direction de Paris. Attardons-nous d'abord sur le premier point, ce qui est en jeu. Selon cette lecture, c'est la crédibilité même des institutions maliennes et plus largement de la souveraineté revendiquée par les États de l'AUS. Car si Bamako affirme depuis plusieurs années être victime d'opérations de déstabilisation extérieure, si les autorités maliennes considèrent que cet homme a été condamné sur la base d'éléments suffisamment graves pour justifier une peine de 20 ans de prison, alors toute remise en cause trop rapide de cette décision pourrait être interprétée comme un signal de faiblesse. Certains considèrent que le dossier de Vézilier est devenu un symbole de la capacité du Mali à faire appliquer ses décisions face à une puissance avec laquelle les relations demeurent extrêmement tendues. Dans cette logique, il ne s'agit plus simplement d'un homme condamné par la justice. Il s'agit d'un test politique, un test observé non seulement à Bamako mais également à Ouagadougou, à Niamey et bien au-delà. L'affaire Yann Vézilier n'est plus seulement un dossier judiciaire. Elle est devenue un dossier géopolitique majeur dont l'issue pourrait
pourrait influencer durablement les rapports de force entre les États de l'AES, la France et l'ensemble des acteurs impliqués dans la recomposition actuelle du Sahel. Donc, dans cette dimension, certains estiment que l'homme doit purger l'intégralité de sa peine sans négociation. Et l'exemple qui est surtout mis en avant, c'est l'affaire des 46 soldats ivoiriens. Plus tard, certaines informations ont fuité. Pour qu'ils soient libérés, un des points le plus crucial a été le sort des opposants maliens exilés à Abidjan. Si la Côte d'Ivoire a refusé de les extrader pour préserver sa souveraineté, elle s'est engagée en coulisses à les neutraliser politiquement et interdire toute activité hostile au pouvoir de Bamako depuis son sort. Bref, je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, c'est un dossier extrêmement sensible, mais certaines considérations ne peuvent pas être ignorées. Le Burkina Faso et le Niger ont récemment accusé la Côte d'Ivoire de déstabilisation. Cela veut dire quelque part que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Maintenant, ce qui concerne celles et ceux qui regardent dans la direction de Paris, c'est là que l'enquête prend tout son sens. Mes chers amis, le Mali n'est pas soumis à une guerre uniquement que militaire. Selon cette enquête, plusieurs États de la sous-région ont décidé en coulisses de ne pas fermer la porte à ceux que vous connaissez, ainsi qu'à leur leader. Voici sa photo. Selon cette enquête, il a dépêché plusieurs délégations dans les pays frontaliers afin de rassurer, ou du moins afin de les rassurer sur le fait que ce qui se passe au Mali ne les atteindra pas. C'est en grande partie pourquoi Abdoulaye Diop a déclaré ceci. Malheureusement, dans beaucoup de pays africains encore, les gens n'ont pas compris que ce que nous vivons n'est que le début de ce qui peut leur arriver. Un jour, les gens voient ça très très loin. Nous ne comprenons pas les enjeux, nous ne comprenons pas. Il le sait de manière implicite, certains pays regardent tout cela de loin. Toujours selon cette enquête, Assimi Goïta a choisi l'option purement militaire, ce qui est à saluer. Cette enquête révèle également que ceux que vous connaissez sont en train de s'équiper pour mener une guerre d'usure. Et c'est là que la France entre en jeu. Ils ne le disent pas ouvertement, mais comprenez qu'à chaque fois qu'on parle de l'Ukraine, à chaque fois qu'on pointe du doigt l'Ukraine, il faut aussi regarder dans la direction de Paris. L'article précise qu'un rapport russe accuse la Mauritanie et évoque la présence d'instructeurs ukrainiens du GUR, renseignement militaire ukrainien, formant des rebelles Touaregs, notamment à l'utilisation de drones à Nouakchott. Nouakchott rejette cette accusation, bien sûr. Donc, si cette information, elle est avérée, ça veut dire qu'elle est capitale. Cela veut dire qu'il est potentiellement possible que si les choses venaient à progresser militairement en faveur de ceux que vous connaissez, Vézilier puisse être utilisé comme un levier de négociation afin d'obtenir une trêve et bien d'autres choses. Bien sûr, tout cela ne reste que purement hypothétique. Mais si vous avez suivi la vidéo de Nathalie Yambo, le fait qu'elle aille jusqu'à fixer des conditions en dit long. Cela veut dire beaucoup de choses. Ce qui est certain, c'est qu'Assimi Goïta a lui-même échappé à une tentative d'assassinat. Il se trouvait sur la base de Kati, qui a été attaqué. Il s'est par la suite immédiatement réfugié à Bamako. Je pense que cet épisode est extrêmement instructif. Il n'a pas le choix. Il doit gagner cette guerre, sinon ça sera la fin. Il n'y a que l'option purement militaire qui permettra au Mali de s'en sortir. Ni négociation, ni légèreté avec qui que ce soit. Et vous, que pensez-vous de tout ça? C'était Nanou, j'espère vous lire très prochainement.